Durant notre tour d'Autriche, nous allons découvrir 6 de ces provinces. Le Tyrol, la province de Salzbourg, la Basse-Autriche, la province de Vienne, la Styrie, la Carinthie. Notre périple commence dans un village du Tyrol, en plein cœur des Alpes autrichiennes, à près de 1000 mètres d'altitude. Très prisé des amateurs de sport de glisse l'hiver, le Tyrol présente l'été un cadre verdoyant. De belles maisons à galeries fleuries et une petite église à clocher pointu forment un tableau plein de charme. Avec son haut clocher, l'église, sobre à l'extérieur, dévoile un très riche décor baroque à l'intérieur. Un cimetière typique s'étale tout autour. Dans les prés résonne le tintement des cloches des vaches. Les étables sont attenantes aux habitations. Depuis le balcon de l'hôtel, on embrasse un large panorama. Innsbruck, la capitale du Tyrol, est située dans un cadre magnifique, enserré entre de hautes montagnes. La chaîne du Nord est si proche que quelques minutes suffisent pour aller du centre-ville à des alpages à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est courant l'hiver que les habitants empruntent le funiculaire pour partir dévaler les pistes de ski entre midi et 2 heures. Sur la chaîne du Sud, on peut apercevoir le tremplin de saut à ski utilisé lors des Jeux olympiques de 1964 et 1976. Ce château du XVe siècle a été agrandi au XVIe siècle, puis rénové dans le style baroque par l'impératrice Marie-Thérèse au XVIIIe siècle. À côté du théâtre du XVIIe siècle a été ajoutée récemment une maison de la musique. La cathédrale Saint-Jacques a été édifiée au XVIIIe siècle sur le site d'une église plus ancienne. L'intérieur baroque, foisonnant de stucs, est somptueux.
Des fresques en trompe-l'œil donnent l'illusion de voûte. Au-dessus du maître-autel, la Vierge du Bon Secours, peinte par Lucas Cranach l'Ancien au XVIe siècle, est l'objet d'une intense dévotion au Tyrol. Les rues sont bordées de maisons médiévales ou de palais Renaissance ou baroques. De nombreuses maisons sont à oriel, c'est-à-dire avec des fenêtres en saillie vers l'extérieur. Le petit toit d'or, terminé en 1500, construit pour l'empereur Maximilien Ier, symbolise la puissance des Habsbourg. Coiffé de 2657 tuiles de cuivre doré, il est l'emblème d'Innsbruck. Le beffroi appartenait à l'ancien hôtel de ville de 1358. La cristallerie Swarovski, réputée pour ses objets en cristal taillé, est installée au Tyrol depuis 1895. Une de ses nombreuses vitrines se trouve à Innsbruck. Innsbruck est traversée par l'Inn qui a donné son nom à la ville. Au XVIe siècle, l'archiduc Ferdinand II, comte du Tyrol, a fait transformer le château fort d'Ambras en un palais de style Renaissance pour son épouse Philippine.
Dans le château haut se trouvent les appartements. Pour abriter ses collections, le prince a fait construire le château bas. On y trouve une impressionnante collection d'armures, et le cabinet d'art et de curiosités, sûrement l'ancêtre des musées. Dans le château haut, la salle espagnole, longue de 43 mètres, est une salle de banquet avec un plafond à caissons de bois et des portraits de nobles tyroliens sur les murs. Des fresques en grisaille décorent la cour intérieure du château haut. La chapelle est dédiée à Saint Nicolas. La chaîne de montagne et à ses pieds la vallée de l'Inn et Innsbruck. Dans les vastes jardins évoluent des pans. Nous traversons à présent le Tyrol pour rejoindre la province de Salzbourg. Nous voici à proximité de Kitzbühel, connue pour sa célèbre station de ski. Salzbourg, capitale du Land du même nom, est la ville du sel auquel elle doit sa fortune. Dirigée par des princes archevêques pendant plusieurs siècles, la ville est très marquée par la religion. Mais Salzbourg est surtout connue pour être la ville de Mozart. La vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château-forteresse domine la ville. Remontant au XIe siècle, sans cesse agrandi et transformé, il est le symbole de la puissance des princes archevêques. La place Mozart doit son nom à la statue de Mozart, élevée 50 ans après sa mort, en 1842, en présence de ses fils. La place de la Résidence est bordée au sud par la cathédrale et à l'ouest par le palais de la Résidence, qui est le palais épiscopal de la fin du XVIe siècle. À Salzbourg, il ne faut pas oublier de goûter les célèbres bonbons Mozart, créés par Fürst en 1890 et présents dans de nombreuses vitrines.
La rue principale de Salzbourg, étroite et animée dès le Moyen Âge, est ornée de nombreuses enseignes. Très utiles autrefois, elles sont aujourd'hui adoptées par les grandes marques modernes. De nombreux passages trouent les bâtiments et mènent d'une rue à une autre, avec parfois de belles cours intérieures. Aujourd'hui, les commerçants occupent certains de ces lieux. C'est dans cette maison, au troisième étage, qu'est né Mozart en 1756 et a vécu jusqu'à 17 ans de sa vie. Tirons la sonnette et entrons. C'est ici, depuis 1920, que chaque année, le Festival de Salzbourg connaît des moments inoubliables avec les plus grands chefs. Surmontée d'un haut clocher, l'église des Franciscains, consacrée en 1223 et plusieurs fois remaniée, mêle les styles roman et gothique. Le monastère bénédictin et l'abbatiale Saint-Pierre, créés au 7e siècle, ont été remaniés au XVIIe et XVIIIe siècle. C'était le plus ancien monastère d'hommes du monde germanophone. Derrière le riche décor baroque subsistent quelques traces de l'art roman. En contrebas de la paroi verticale de la colline où sont creusées des catacombes, le cimetière Saint-Pierre, un des plus vieux du monde, évoque le passé de la ville. Retour dans le secteur de la cathédrale. Trois portiques séparent la cathédrale et les palais ecclésiastiques qui l'entourent.
Construite au XVIIe siècle, la cathédrale mêle les styles Renaissance italienne et baroque. C'est sur ces fonds baptismaux qu'a été baptisé Mozart. Mozart venait régulièrement travailler dans la cathédrale. Les 4 orgues dont il était titulaire lui ont inspiré de la musique sacrée. Bâtie sur un éperon rocheux qui surplombe le Danube, l'abbaye bénédictine de Melk est inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les bâtiments établis à l'emplacement d'un camp romain ont connu plusieurs siècles d'une histoire tourmentée. L'abbaye, reconstruite à partir du XVIIIe siècle sous sa forme actuelle, est considéré comme le symbole le plus complet de l'art baroque en Autriche. Depuis la terrasse, on profite d'une très belle vue sur la ville de Melk et sa rivière, le Danube et la façade de l'église. « 27 moines vivent toujours dans l'abbaye, mais l'essentiel de l'édifice est occupé par une école et des bureaux. À l'ouest de Vienne s'étend la forêt viennoise. Elle est entrecoupée de vignobles et autrefois, dans de nombreux villages, on venait fêter le vin nouveau. Aujourd'hui, ces villages ont été absorbés par la ville, mais comme dans ce bourg de Grinzing, la tradition se perpétue. Vienne concentre presque le quart des 8 millions d'habitants de l'Autriche. Un boulevard circulaire, le Ring, délimite la vieille ville, le centre historique et spirituel de Vienne, où sont concentrés les principaux édifices de la ville.
une première découverte un peu insolite. C'est la maison Hundertwasser de 1984. L'artiste, aux visions utopistes et colorées, rejette l'uniformité habituelle des grands ensembles. Pour cela, il varie les motifs architecturaux et les matériaux, utilise la symétrie, fait pénétrer la végétation dans la construction. Un petit centre commercial en face du bâtiment rappelle tous ces principes. Au-delà du ring, le palais du Belvédère, chef-d'œuvre de l'art baroque, a été édifié au début du XVIIIe siècle à la demande du prince Eugène de Savoie. Écarté d'un commandement par Louis XIV, ce dernier était allé offrir ses services à Léopold Ier de Habsbourg et avait mené de nombreuses campagnes où il s'était couvert de gloire. De beaux jardins à la française relient le palais supérieur et le palais inférieur que l'on aperçoit au fond. Quand on se déplace à Vienne, on franchit 4 bras du Danube. Proche de la vieille ville, le canal du Danube, ou Petit Danube, est l'ancien lit du fleuve. C'est là que la petite rivière Vienne, qui traverse une partie de la ville et lui a donné son nom, rejoint le Danube. Le parc du Prater est un immense parc public où s'élève sa grande roue depuis 1897. Le cours principal, le Nouveau Danube, se divise en 2 bras qui entourent l'île du Danube. Le vieux Danube, un bras mort du fleuve, est devenu un lieu de loisirs. Nous arrivons au château de Schönbrunn. Il y a 3 siècles, d'immenses forêts occupaient ces lieux où les Habsbourg avaient acquis un pavillon de chasse. La construction du palais a commencé en 1695, mais c'est sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse qu'il est devenu l'ensemble grandiose qui s'offre à nous aujourd'hui.
Le parc mêle style rococo et goût de l'antique. Au-delà d'une fontaine de Neptune, la Gloriette est une élégante construction à colonnes. Le musée des carrosses abrite une importante collection de carrosses d'apparat, et notamment le luxueux carrosse impérial datant de 1740, tiré par 8 chevaux blancs. Sont aussi exposées dans ce musée quelques belles tenues des Habsbourg. Dans le parc municipal de 1862, la ville a érigé des statues pour honorer ses musiciens. Dans le beau palais Curzallone, de style Renaissance italienne, ont régulièrement lieu des concerts. La statue de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, haute de 20 mètres, se dresse au milieu de la place. Elle est flanquée de 2 édifices à coupole du XIXe siècle symétriques, le musée des Beaux-Arts et le musée d'histoire naturelle. De l'autre côté du ring, la porte donne accès au palais impérial, la Hofburg. C'est un patchwork de bâtiments importants qui s'est composé, remanié, agrandi au fil des siècles, chaque occupant ayant voulu marquer son passage. Sur la place des Héros, ce grand bâtiment du XXe siècle abrite de nombreux musées. C'est de son balcon qu'en 1938, Hitler a annoncé l'annexion de l'Autriche. Cet autre palais du XVIIe siècle, de style Renaissance italienne, abrite les services de la présidence de la République. Au centre de la cour intérieure, fermée, s'élève un monument à l'empereur François Ier d'Autriche. Un beau portail, armorié et gravé, ouvre sur la cour des Suisses, la partie la plus ancienne du palais. C'est dans la chapelle impériale du XVe siècle, sans façade remarquable, que se déroulaient tous les événements importants de la famille impériale.
La Bibliothèque nationale, achevée en 1726, de style baroque, occupe le fond de la Josefplatz. Elle possède un riche fond de globes terrestres, cartes et livres anciens dans un décor somptueux. Derrière les rayonnages, de petites portes donnent accès à des cabinets de travail. Dans le manège d'équitation d'hiver ont lieu les représentations des chevaux lipisans de l'école espagnole d'équitation. À proximité se trouvent les écuries impériales. Nous sommes arrivés à la porte Saint-Michel, qui est un accès à la Hofburg. La rue très animée qui part de la place Saint-Michel rejoint vite le Graben qui occupe l'ancien fossé creusé par les Romains. Zone piétonnière très active, il est bordé de commerces et de nombreux édifices intéressants. La colonne de la Peste, baroque et très ornée, a été élevée en 1693 à la mémoire des 75 000 victimes de ce fléau à Vienne. La cathédrale occupe l'emplacement d'une ancienne basilique romane. Depuis les XIVe et XVe siècles, elle est devenue un chef-d'œuvre d'architecture gothique. La tour Saint-Étienne, terminée en 1433, s'élève à 130,70 m. Le portail, dit des Géants, est de style roman. La chaire, en pierre sculptée, réalisée vers 1500, est remarquable.
La tour nord, inachevée, a reçu un toit Renaissance en 1579. Entre 1784 et 1787, Mozart a passé dans cette maison 2 années et demie heureuses et prolifiques. Il y a écrit notamment Les Noces de Figaro. De nombreux monuments à Vienne sont ainsi signalés quand ils sont inscrits à l'UNESCO. Une boucle se termine et nous regagnons l'opéra sur le Ring. De style néo-renaissance, inauguré en 1869 par l'empereur François-Joseph et le Don Giovanni de Mozart, il jouit d'un prestige international. Il est le temple de l'opéra et de la danse classique. Repartons arpenter le Ring pour une découverte de quelques autres monuments. Le Parlement du XIXe siècle est actuellement en travaux. Le Burgtheater du XIXe siècle est considéré comme une des scènes les plus importantes d'Europe. L'hôtel de ville de la deuxième moitié du XIXe siècle s'élève au milieu d'un grand parc. C'est le plus important bâtiment non religieux de style néogothique de Vienne. C'est à présent l'université, puis l'église votive, bâtie au XIXe siècle de style néogothique. Le retour se fera à travers la vieille ville. Il est agréable de flâner dans une galerie commerçante. Ou de savourer un chocolat ou une pâtisserie dans un des nombreux cafés de la ville au décor somptueux. L'ancien jardin du palais, ouvert au public en 1919, est une oasis de verdure et un lieu de détente au milieu de l'agitation du Ring. C'est là que prend fin notre visite de Vienne, la ville la plus verte du monde. Graz, située dans la province de Styrie, est la deuxième ville d'Autriche avec un peu moins de 300 000 habitants. Elle n'en est pas moins un pôle économique et industriel actif, un important lieu universitaire, une ville particulièrement dynamique. Un parc naturel verdoyant, installé à l'emplacement des anciens remparts, entoure une partie de la vieille ville. Un ingénieux escalier gothique à double vis, réalisé en 1499, est le seul vestige du château de l'époque. Le bâtiment, très remanié, abrite aujourd'hui les bureaux du gouvernement régional.
L'église, construite au XVe siècle pour la cour de Frédéric III, est devenue cathédrale en 1786. L'intérieur mêle éléments gothiques et baroques avec des voûtes réticulées. Deux fresques de Saint Christophe de la fin du XVe siècle se font face dans la nef. La vieille ville de Grasse, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne de sa riche histoire. Des magasins et restaurants bordent les rues étroites, alliant des architectures Renaissance et baroque. Une traverse permet de découvrir une belle cour Renaissance. Ce palais Renaissance du XVIe siècle abrite le Parlement régional de Styrie. Sur la grande place se dresse l'hôtel de ville. Très animée, la place est bordée de maisons médiévales, mais aussi de maisons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Nous sommes dans la cour de la maison des chevaliers teutoniques. Et voici la façade de la plus ancienne boulangerie de Grasse. Un pont traverse la rivière Mour et permet de découvrir deux surprenantes réalisations récentes, édifiées alors que Grasse était capitale européenne de la culture. La Maison des Arts, inaugurée en 2003, accueille des expositions. La Maison de fer de 1847 a été intégrée à la construction. L'île sur la Mour, une île flottante de verre et d'acier, accessible par des passerelles, est un lieu de loisirs. La colline accueille les restes de la forteresse imprenable de Grasse. Elle a résisté à tous les assauts jusqu'à son démantèlement en 1809. Aujourd'hui, elle est dominée par la tour de l'horloge.
La tour de l'horloge se dresse au milieu d'un parc verdoyant, dégageant un beau point de vue sur la ville. La Styrie déroule ses paysages de collines couvertes de forêts, parfois entrecoupées de petites zones cultivées. La Carinthie est une zone alpine avec des montagnes et de très nombreux lacs. Bordée par la Slovénie et l'Italie, elle regroupe 3 civilisations, germanique, slave et latine. Le lac de Wörth est un lieu de villégiature très apprécié en Autriche. La presqu'île de Maria Wörth, dominée par les clochers de ces 2 églises, s'avance au milieu du lac. L'une des 2 églises possède des peintures murales romanes du XIe siècle, les plus anciennes de Carinthie. Un calvaire de ce type, à 4 faces, se retrouve souvent à un carrefour. Nous partons de la Carinthie et une longue route va nous ramener vers le Tyrol. Les beaux paysages de montagne se succèdent. La route s'élève peu à peu et nous arrivons à Heiligenblut. Dans un cadre grandiose, la flèche de l'église du XVe siècle s'élève vers le ciel. Des pancartes signalent une fête locale. Les musiciens se rassemblent. Cette localité marque l'entrée du parc naturel du Großglockner.
La route monte au milieu de prairies bordées de mélèzes. La route des Crêtes à péage relie sur 48 km les provinces de Carinthie et Salzbourg, en passant par le plus haut col routier des Alpes autrichiennes à 2500 mètres d'altitude. Bientôt, l'altitude croît, la végétation se raréfie, laissant place aux alpages. Une bifurcation permet de gagner un éperon rocheux avec un hôtel-restaurant panoramique et une longue plateforme. Depuis la plateforme, on bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les massifs. Le Grossglockner est le point culminant de l'Autriche, à 3798 mètres d'altitude. Un sentier permet la découverte de la flore et de la faune protégée. Pics hérissés et glaces brillantes entourent le sommet de l'Autriche. Le cul-de-sac quitté, nous avons rejoint la route principale. Désormais, en raison de l'altitude, le paysage n'est fait que de pierrailles. La route monte jusqu'à 2500 mètres avant de regagner le land de Salzbourg. Depuis un autre belvédère, le panorama est toujours éblouissant sur la chaîne de montagnes.
Retour au Tyrol, la boucle se termine. Mais le village qui nous accueille, si fleuri soit-il, est noyé dans la pluie et le brouillard. Il est temps de mettre le mot fin à la découverte de l'Autriche.